C'est un Rugby Magazine hors format qu'on vous propose aujourd'hui et vous le voyez avec 4 légendes du rugby français. Ils ont marqué chacun un essai lors du Grand Chelem 1977. Jean-Claude Scrella, la paire de centre, Roland Bertrand et François Sangali. Et puis, Gérard Chollet, le pilier le plus effrayant de la planète selon les journaux britanniques. Voilà 1977, un Grand Chelem résolument historique. En retour, 40 ans en arrière. Ça plane pour moi. 1977, ça plane pour Plastique Bertrand. Comme un enfant aux yeux de lumière. Mais aussi pour Marie-Myriam qui remporte l'Eurovision avec L'Oiseau et l'Enfant. Dans les salles obscures, un film promis, un bel avenir sort pour la première fois, Star Wars. Cette année-là encore, le journaliste sportif Roger Coudert ne peut contenir son enthousiasme. 77 a été très impressionnant, un grand chelem joué par les 15 mêmes joueurs, vous m'entendez bien. Ils ne se sont pas fait marquer un seul essai, jamais vu dans l'histoire. 77, le 15 de France remporte le Grand Chelem, autrement dit la totalité de ces 4 matchs du tournoi des 5 nations, le second après 68. Un homme symbolise plus que jamais cette réussite, le demi de mêlée Jacques Fouroux, qui compose une équipe à sa main avec un pack qualifié de mammouth. 8 essais, dont celui-ci contre l'Irlande, balaye le terrain sur 80 mètres malgré des conditions météo difficiles. Mouvement conclu par le Dacois, Jean-Pierre Bastia. Merveilleux. Impossible pour nous de trouver des images de joie d'après-match. Les Français avaient par la force des choses le triomphe modeste. L'exploit en tout cas a de grandes chances de n'être jamais égalé. Alors Jean-Claude, le 15 de France joue le Pays de Galles là tout à l'heure. France-Galles, c'était le match d'ouverture en 1977 et jouer les Diables Rouges, c'était comme jouer les Blacks. Aujourd'hui, ils dominaient le rugby européen. Vous êtes l'auteur du premier essai de ce Grand Chelem 1977. Oui, j'ai eu la chance de le marquer, mais c'est un essai très collectif avec un superbe ballon porté et donc je n'ai plus qu'à poser le ballon. Donc aujourd'hui, on est surtout catalogué comme équipe jouant qu'avec un gros paquet d'avant, mais toute cette saison-là, on a marqué des essais magnifiques. Il lance quand même ce tournoi, cet essai, c'est un déclic? Bon, je ne sais pas si c'est un déclic. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait perdu l'année d'avant le Grand Chelem en 1976 au Pays de Galles. Et le fait de marquer là, de les battre, ça, je pense que ça nous a permis, et en termes d'état d'esprit et de confiance, ça nous a permis de faire ce Grand Chelem. Alors, il y a eu un deuxième essai inscrit dans ce match gagné par la France 16-9. Essai inscrit par Dominique Arize. Il nous raconte. Dominée par son église, une ancienne abbaye du XIe siècle, Saint-Geniès des Mourgues, au nord de Montpellier, 2000 habitants. C'est ici que nous l'avons retrouvé. Et moi, souvent, le soir, je vais marcher dans les vignes autour. Dominique Arize, 61 ans, 3 carrels, signe distinctif pour l'époque, sa chevelure frisée. Des débuts à s'insérer dans le Lot, puis direction Cahors, mais c'est essentiellement sous les couleurs du stade toulousain, ici balle en main, qu'il connaîtra la sélection. Bonheur suprême, le Grand Chelem 77, réalisé avec les mêmes 15 joueurs, sans encaisser le moindre essai. Là, vous avez ici le trophée que la fédération nous avait offert pour immortaliser ce Grand Chelem, qui est un coq en bronze avec des feuilles d'or dessus. Parmi les 4 rencontres qui ont mené la France au sans faute, l'une d'entre elles reste plus particulièrement gravée. C'était les Gallois à Paris. J'ai eu une pensée pour mon père, qui était un fanat de rugby, qui a arrêté ses consultations pour voir les matchs du tournoi, et qui malheureusement a été décédé 3 ans avant. Et j'ai eu, juste pendant les hymnes, une énorme pensée pour lui. Ouais. Donc c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Dominique Arize signera 2 essais, dont un à sa préférence, celui inscrit face au Pays de Galles. Et Arize qui plonge et qui marque. Essai qui a fait se lever le Parc des Princes. Je crois que quasiment toute l'équipe a touché le ballon. Et moi j'ai fini le boulot de ce qu'avaient fait les autres. Quoi. Voilà, celui-là, oui, je me rappelle partie. Celui contre les Écossais, moins, parce qu'il est... C'était fini, on me donne le ballon, j'ai plus qu'à aller le poser.
contre les Gallois, c'était pas fait quand même, parce que ça revenait sérieux sur le côté. Oui. Aujourd'hui, l'ancien tricolore est installé à son compte dans l'immobilier, conscient que l'exploit réalisé avec ses partenaires n'est pas près d'être égalé. Roland, vous avez sur ce plateau le plus grand nombre de sélections, 69, Oui, dont 46 consécutives. C'est encore un record. tout à fait. Et qui est peut-être pas prêt d'être battu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de coaching, et on ne fait pas des matchs entiers, et voilà. Alors, en tant que trois quarts dans cette équipe-là, avec ce pack dit est considéré comme l'un des plus agressifs du monde à l'époque, c'était pas simple de trouver sa place. Non, on trouvait notre place facilement parce que s'ils ont marqué des essais, c'est aussi qu'on leur a donné les ballons, nous, et on leur donnait de bons ballons. Mais c'est vrai qu'on avait un pack exceptionnel avec déjà du lourd, du grand et beaucoup d'agressivité. Et vous n'aviez pas peur d'aller jouer, par exemple, avec Gérard à la mêlée, à l'entraînement, il paraît. Oui, bon, c'était des petits défis. Et effectivement, j'aimais bien me chahuter un peu avec les avants et m'étalonner un peu par rapport à eux, quoi. Plaqueur exceptionnel, Roland Bertrand, quand même. Mais oui, mais le plaquage, c'est d'abord l'envie, c'est aussi une technique. Hein. Et voilà, Vous avez beaucoup travaillé avec Jean Gachassin. Exactement. C'est lui qui m'a appris beaucoup de... Qui plaquait beaucoup. Non, mais... Alors justement, je vous invite à feuilleter notre entretien, ensemble, tous les quatre. Regardez, entretien inédit. Moi, j'ai un souvenir qui est un peu extra-rugby, c'est dans la préparation du match, dans le vestiaire. Je ne sais pas si Toto Desclos, qui était l'entraîneur de l'équipe, le trouvait trop tendu, trop énervé. Il nous a mis de la musique classique. Je n'avais jamais vu et jamais entendu de la musique classique dans le vestiaire. Donc pour moi, ça reste, en sachant que derrière, on a gagné le match en Irlande, qui n'était pas simple. Je me souviens de ce qu'a dit Palmier lorsqu'on a joué, je crois, les Anglais, en préparation de match, bien sûr. Il faut Rousse qui les prend un peu un par un, et il arrive à Palmier, il dit, il y avait JPR William, là, l'arrière, qui aimait bien revenir au milieu des avants pour aller un peu défier. Et Jacques Fourou avait dit, si on peut l'attraper, bon, il ne faut pas le manquer. Et Palmier, il a dit, tant pis s'il ne joue plus au rugby. Et ils l'ont attrapé aussi. Et je crois qu'il n'était pas content. On nous avait dit, pendant les matchs qu'on a fait avant, les gars, les mains dans les poches, on ne répond pas, etc. Même s'ils sont hors jeu. Et là, à la maison, on a dit, quand ils vont venir à la maison, ça va changer de situation. Et manque de peau, ce grand as, il se retrouve au fond, là. Le réflexe, c'est un petit réflexe. Bon, mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on parle toujours des petits coups de main. On ne parle jamais de l'essai qu'on m'a refusé, de l'essai que je marque avec Papa Rambord, où je lui donne le ballon, il se relève avec. On montre tout, sauf ce qu'il faudrait montrer. Il y avait un environnement particulièrement agressif, parce qu'on s'est fait, quand on est rentré sur le terrain, on s'est fait siffler, on nous a craché dessus, ça a été vraiment horrible. Il y avait une ambiance détestable autour de ce match. Je pense qu'elle avait été un peu transformée par les médias, par tout un environnement qui a rendu ce match, cet avant-match, disons, assez agressif. Jacques, c'était nous, en fin de compte. Lui représentait une immense personne, où il nous amusait, il nous faisait rire. Il savait nous prendre en compte, il était irremplaçable, parce que c'était toujours la bonne humeur, et puis quand il fallait durcir, il durcissait, c'était un bon compagnon. Ce n'était pas que l'enfant chéri de Basquet et Ferras, c'était aussi parce qu'en termes, je l'ai dit, stratégiques, il était, au-delà de la motivation de l'équipe, il était sur le terrain, il se trompait rarement. Alors il n'allait pas vite, il n'était pas beau à avoir joué, il n'était pas... Tout ça, c'était pas important. L'important, c'est que l'équipe joue bien. Et si elle jouait bien, c'est qu'il avait une incidence sur cette équipe qui était quand même importante. On ne pouvait pas rester indifférent devant Jean-Claude Fourou. Ou on était copains avec lui, ou on était vraiment en marge. Et par contre, là, ça devenait difficile.
suivant l'origine du club dont vous venez, notre jeu, le jeu que l'on pratiquait, pouvait être parfois en opposition avec celui que pensait Jacques, quoi. Mais non, il aimait, il avait besoin de cette lutte, il avait besoin, comme l'on dit, de ferrailler avec les autres. Chez lui, c'était naturel et indispensable, ça le stimulait. Et c'est ce qui le rendait le merveilleux animateur qu'il a été pour cette équipe, dans le jeu et en dehors du jeu. Aujourd'hui, le meilleur capitaine, c'est l'entraîneur. Vous pouvez voir, nous, l'entraîneur, il n'y en avait pas sur le banc, et il était dans la tribune, et le capitaine est obligé d'assumer toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, même pour taper un but, on se tourne vers le banc et on prend pas. Alors, des fois, il y en a qui prennent l'initiative et la décision de... Si ça marche, ça marche pas, il y a problème derrière. C'est la transformation de notre rugby. Il est allé vers le professionnalisme, vers le défi physique, donc il faut une cohérence entre le sportif d'aujourd'hui et sa préparation, quoi. Je veux dire, ils sont préparés pour être à ce niveau-là. On a des physiques qui font en moyenne 10 kilos de plus que nous quand on jouait, quoi. Derrière, on aurait quelques difficultés parfois à jouer dans cet engagement physique, quoi. Oui, mais il n'y a pas que les kilos. Je veux dire, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Il y a le mental, l'envie, il y a la vitesse. On n'a pas connu ça, quoi. Donc c'est une véritable transformation. Ils s'entraînent matin et soir, tous les jours. C'était les boxeurs à notre époque, quand il y avait Carlos Monzon, Boutier, ces gens-là, Joe González, s'entraînaient énormément, les boxeurs. Et on se disait comment ils font. Je veux dire, et aujourd'hui, c'est à peu près pareil pour ces joueurs de rugby. C'est vrai que c'est difficile, il faut être préparé maintenant. Ils sont tous professionnels. Hein. C'est la différence qu'il y avait avec nous, quoi. Où on pensait plutôt, avant les matchs, à manger un peu de fromage. Alors que maintenant, ça n'existe plus. Je peux vous dire, le menu, hein, c'est poulet, pâtes. Hein. Donc, quand je pars avec eux, pendant 3 jours, c'est poulet, pâtes. Alors, moi, j'aurais pas joué au rugby à cette époque-là. À cette époque, où on s'adapte à nos désirs ou pas du tout. Mais ils sont professionnels, donc. Voilà, on vous remercie infiniment d'être venus tous les 4 sur notre plateau. Évidemment, on vous souhaite un bon match. France-Galles, c'est tout à l'heure 15h45. Très bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Merci.